Salut à tous, c'est Bourrichon. Aujourd'hui, je vais faire une preview du classement du top 14. C'est-à-dire que je vais revenir sur la dynamique, les départs, les recrues et mon pronostic final pour chaque équipe. Alors, avant que ça commence, je n'ai pas la science infuse. J'ai dit pas mal de dingueries, je l'assume. Mais si votre équipe est mal classée, bah c'est pas grave. Au lieu de me tomber dessus, mettez votre avis en commentaire et on en débat. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour le début de la vidéo. On commence tout de suite avec la première équipe, il s'agit d'Oyonnax. Alors Oyonnax, au niveau de la dynamique, elle est excellente puisqu'ils ont absolument roulé sur tout le monde en Pro D2. Ils sont champions de Pro D2, leur puissance devant a fait rougir tout le monde. Pour ce qui est des recrues, Oyonnax allait majoritairement en Pro D2, on cherchait comme Evan Johnson par exemple, le deuxième ligne de Van, ou encore Maxime Sall, l'arrière de Montauban. Et l'autre moitié, c'est des joueurs de top 14, mais qui étaient en manque de temps de jeu. Je pense à Loïc Godener, Daniel Péfan ou encore Kevin Cornat. Pour ce qui est des départs maintenant. Alors, il y en a deux que je trouve vraiment préjudiciables. Il s'agit de, évidemment, Thomas Laclaya, qui a été le meilleur pile droit de Pro D2 et qui a été souvent appelé en équipe de France, et c'est pas rien pour un joueur de Pro D2. Et Aurélien Calandré, l'ailier arrière qui était très souvent titulaire. Le reste, c'était des joueurs qui étaient plus des joueurs de rotation, et qui était surtout en manque de temps de jeu. Donc c'est pas forcément préjudiciable et ça a été plutôt bien remplacé. Alors, pour mon pronostic maintenant. Leur force, l'an dernier en Pro D2, c'était clairement leur paquet d'avant. Sauf que le départ de la Claya va faire très mal, je pense. Et le top 14, c'est mine de rien un niveau au-dessus. Et je pense que ça va être un petit peu léger. Donc pour moi, ce qui était leur force en Pro D2 ne le sera pas forcément en top 14. Ça risque d'être très compliqué, surtout au vu des recrutements des autres équipes qui jouent le maintien. Je les vois donc derniers. Pour l'équipe que je vois terminer en 13e place, il s'agit de Castres. Et non, ce n'est pas une blague. Alors pourquoi Castres ? Déjà, analysons la dynamique. Bon, il n'y a pas eu de phase finale en Champions Cup ni en Challenge Cup. Le Castres s'en fout, de la Coupe d'Europe, c'était pas l'objectif. Maintenant, rappelons-nous la saison de Castres. Déjà, quand Pierre-Henri Poncan était le manager, c'était pas glorieux, ça jouait plutôt le maintien. Après, il a été limogé, et c'est Jérémy Davinson, l'ancien manager de Brive, qui a pris le relais. C'était un peu mieux avec Jérémy Davinson. Le CO est allé gagner 2 fois à l'extérieur, chose qu'il n'avait plus jamais fait depuis la saison d'avant. Donc le changement d'entraîneur, je pense que ça a eu un peu de mieux. Mais c'est pas là où ça pêche. Analysons les départs. Il y en a un qui est vraiment très préjudiciable, c'est Benjamin Urdapilleta. On peut mettre Thomas Combezo aussi, pas trop dans un rôle de joueur, mais plus dans un rôle de leadership. Le reste, c'était un peu comme à Oyonnax, des joueurs de rotation, des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu. Le problème, c'est que Benjamin Urdapilleta était vraiment le maître à jouer de Castres. Et il y avait un Castres avec Urdapilleta et un Castres sans Urdapilleta. Pour les recrues maintenant, elles sont plutôt sympas et le recrutement est assez logique. On retrouve des noms comme Nathanaël Huleux, Jacques Goudiou quand même, All Black, et c'est assez rare à Castres pour le souligner. On peut citer aussi Abraham Papagli, Yann Pesson, Romain Macurdi, Loriza Antonello. Comme d'habitude à Castres, c'est plutôt jeune et plutôt aller chercher en Pro D2. Seulement, je trouve que le recrutement n'est pas assez solide au vu des ambitions de Castres. Après, les avants de Castres aussi n'ont pas été très performants l'année dernière, et c'est pour ça que cette année, avec le peu de changements qu'il y a, je les vois terminer seulement à une 13e place. Rassurez-vous par contre, je pense qu'ils vont atomiser le club qu'ils affrontent en access match. Là, il n'y a pas de souci là-dessus, ils ont clairement le niveau top 14. Passons maintenant à l'équipe que je vois terminer 12e. Il s'agit de la section paloise. Alors, pour ce qui est de la dynamique, il n'y a pas eu de phase finale en Challenge Cup. C'est pas grave, Pau n'avait pas d'ambition européenne, surtout pour la première année complète de Sébastien Piccheroni, le manager. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux, notamment un match à domicile contre les Cheetahs qu'ils auraient pu gagner. Pour le top 14, le maintien a été assuré assez tardivement. C'est quand même un échec parce que la section paloise a les ambitions de un jour rentrer dans le top 6. Et j'ai l'impression de revoir un petit peu l'Union Bordeaux-Bègles qui à l'époque n'arrivait jamais à se qualifier dans le top 6. Pau, ça fait maintenant quelques saisons qu'ils ont l'ambition d'aller chercher cette première qualification en top 14. Et pourtant, chaque année, ça joue le maintien. Là où j'ai été déçu, c'est que Sébastien Piccheroni amenait cette ambition. Il y a eu un premier match à domicile contre Toulouse où Toulouse perd quand même, et c'est assez rare. Toulouse n'a pas beaucoup perdu à l'extérieur. Et donc en début de saison, on pouvait se dire que Pau pouvait jouer le top 6. De plus, il y a eu l'émergence de la pépite Emilien Gailleton, qui je pense à terme ne restera pas dans ce club. Au niveau des recrues, le recrutement est plutôt logique et plutôt sympa sur le papier. Alors on a quand même Sam Whitelock,
c'est pas rien, c'est plus de 130 sélections avec les All Blacks. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il vient rejoindre son frère Luke Whitelock. Ça promet, après à voir, parce qu'il commence à être un peu vieux, mais en tout cas, sur le papier, ça amène de l'expérience et quand même un joueur incroyable. Dans les recrues sympas, on a aussi Joe Simmons, donc le numéro 10 qui était à Exeter, le numéro 10 anglais. C'est vraiment pas mal. Il était dans les petits papiers à l'époque d'Eddie Jones pour potentiellement avoir une sélection. Bon, finalement, il n'en a pas eu, mais en fait, ça prouve le niveau du joueur. Et on a aussi Samuel Ezeala, le joueur de Clermont, qui au départ devait prolonger, mais il y a eu un petit imbroglio et Christophe Heroes n'en voulait plus. Donc, il a signé à Pau. Et c'est plutôt pas mal. Mais un peu comme pour Castres, il y a des départs que je trouve un peu trop importants. On a notamment celui de Jordan Joseph. Le numéro 8 a fait une saison très forte. Ça a un peu baissé en fin de saison, mais globalement, il a été très fort toute la saison. Après, il retourne dans son club de cœur, le Racing, donc le choix peut se comprendre. On a aussi la perte de Zach Henry, qui est certes compensée par Joe Simmons, mais les deux, j'aurais bien aimé les voir ensemble, dans la même équipe, pour créer un peu d'émulation. Et enfin, le dernier joueur, c'est Clovis Lebaille, même s'il a un peu moins joué cette saison, c'est quand même un sacré neuf qui a beaucoup de talent, et le voir partir, c'est quand même dommage. C'est pour ça qu'en pronostic, je les mets 12e. Parce que j'ai l'impression que Piccheroni n'arrive pas à mettre sa patte, pas pleinement en tout cas. On sait qu'il axe beaucoup sur la formation, ça se voit avec Gailleton notamment, mais j'aimerais bien l'avoir plus, sa patte. Notamment avec des joueurs comme Hugo Radou, un des champions du monde U20, qui a certes un petit peu joué en fin de saison, mais là j'aimerais bien le voir sur une saison complète. En tout cas, je ne vois pas Pau faire mieux que l'an dernier. Alors, pour l'équipe que je vois 11e, c'est une dinguerie. Je vois donc l'équipe de Lyon. Pour ce qui est de la dynamique, pour la campagne européenne, ils étaient en Champions Cup, ils n'ont gagné qu'un seul match, et donc ils ont été rebasculés en Challenge Cup. Ils sont allés jusqu'en quart, ils ont perdu à Toulon, les futurs champions. Bon, c'est pas déconnant, c'est plutôt logique comme parcours. Après, je pense qu'ils auraient pu faire mieux et essayer de conserver leur titre. Pour le top 14, il y a eu des phases finales. Lyon termine 3ème du top 14 à l'issue d'une dernière journée complètement folle. Et il y a eu surtout un match de barrage à domicile qui a fait parler. C'est celui où ils reçoivent l'UBB, où il n'y avait pas d'arbitrage vidéo. Beaucoup de supporters lyonnais ont un peu critiqué donc cette erreur technique, car il y avait des essais de l'UBB qui étaient un petit peu litigieux. En tout cas, cette défaite a fait vraiment mal mentalement, je pense. Et quelques jours après, on a appris donc du coup le départ, le limogeage de Xavier Garbajosa, le manager, car soi-disant, il ne mettait pas une bonne ambiance de travail. Et donc pour Lyon, en fait, je pense que ça va être là son souci. Ça va être le manager et les coachs en général. Parce qu'il faudra tout reconstruire avec le nouveau manager qui est Fabien Gegenbacher. Enfin bref, parlons des départs. Alors comme départ important, on a, je pense, Temo Maena Vanua, le deuxième lit, qui était certes un joueur plutôt remplaçant et un peu de rotation, mais qui apportait pas mal de vent, parce qu'il était assez puissant. Dans le même style, on a Patrick Sobella, qui a moins joué parce qu'il était beaucoup blessé, mais qui était important. Et derrière, on a Tavite Veredamou, Lima Sopoaga, non je déconne, Lima Sopoaga, il fait 2 saisons de merde, donc c'est pas grave. Et surtout, Josua Tuisova. Ça, c'est une vraie perte. Mais toutes ces pertes, en fait, sont compensées. Et franchement, je trouve que Lyon fait un des plus beaux mercatos du top 14. Alors, c'est très solide, hein. On a les arrivées de Alban Roussel, Martin Pagerello, Paddy Jackson, Vincent Rattez, Monty Ioane ou encore Semir Adradra. Et je pense que si tous ces joueurs arrivent à jouer ensemble, avec ceux qui sont évidemment déjà présents au club, ça peut donner quelque chose de sympa à regarder. Alors, mon pronostic. Alors, Lyon, je les vois 11e, surtout à cause de leur manager. Alors, Fabien Gegenbacher, en fait, il a que 2 petites années d'expérience en termes de management, et c'était à Grenoble, en Pro D2. Bon, les 2 fois, ils sont arrivés dans le top 6, dont l'année dernière une finale, certes. Au départ, il devait être président de Grenoble, ce qu'avec tous les soucis financiers, il ne le fait plus. Il a donc été pris comme manager de Lyon, suite à l'évincement de Xavier Garbajosa. Et tout est allé très vite, sans qu'on ait le temps de vraiment comprendre le contexte. Et je sais pas, je suis pas forcément convaincu par ce choix. Je trouve qu'un Pierre-Henri Broncan aurait été bien plus intelligent, vu qu'on sait qu'il ne restera pas avec le groupe australien après la Coupe du Monde. Et donc je n'arrive pas à penser que Fabien Gegenbacher va amener Lyon dans le top 6. Pour moi, Lyon sera certes 11e, mais ça va être un top 14 comme chaque année très serré. Donc ils seront 11e, mais pas attendre non plus décrocher de la 6e place. Pour ce qui est de la 10e place, je vais mettre un club que beaucoup auraient mis plus bas. Il s'agit de l'USAP. Perpignan, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Perpignan, au niveau de la dynamique, bon, à Challenge Cup, ils s'en foutaient, donc pas de qualification de Challenge Cup, mais c'est pas grave, honnêtement, c'était clairement pas l'objectif du club. Et pour le top 14, ça a réussi à se maintenir. Après l'Access Match, gagné à Grenoble. Alors, moi je trouve que c'est plutôt un échec, cette 13e place, parce que Perpignan ne voulait plus d'Access Match. Patrick Arlitas le disait que l'Access Match était vraiment horrible à vivre mentalement pour un coach. Ça reste quand même un échec relatif, puisqu'il y a le maintien derrière. Perpignan joue en top 14, à l'inverse par exemple de Brive. Mais cette année, je pense que Perpignan peut viser un petit peu plus haut,
que juste la 13e place. Et ça s'explique par les recrues. Je trouve que pour un club qui joue le maintien, Perpignan a fait un recrutement énorme. Un peu comme Bayonne l'an dernier. On retrouve donc le pilier italien Petro Ceccarelli, le deuxième ligne sud-africain qui joue actuellement avec l'Afrique du Sud, Marvin Ori, et ça je trouve que c'est un très 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 bon coup. On a aussi Jean-Pascal Barak, Apisai Nakalevu, Tavite Veredamou, Louis Dupichot. Rien que ça, des joueurs qui jouaient dans des clubs qui jouent le top 6. Et on a aussi Patrick Sobella. Et je trouve que ce recrutement est assez logique, et franchement il est très très fort. Ça m'aurait pas étonné qu'une équipe du top 6 recrute ses joueurs. Surtout qu'en plus il n'a pas eu d'énormes départs. Bon, il en a eu 3. Donc les 3 grosses pertes sont surtout Tristan Teder, qui est là pour le coup la vraie grosse perte de l'effectif catalan, avec aussi Brad Shields, qui a amené beaucoup de bien depuis son arrivée des Wasps, et Genesis Mahema Lemalou. C'est donc avec ce recrutement digne d'un prétendant du top 6 et avec l'arrivée de Franck Azema que je les vois finir 10e. L'équipe que je vois finir 9e, je pense, ne va pas choquer beaucoup de monde. Il s'agit du Montpellier Hérault Rugby. Pourquoi ça ne choque pas tout le monde ? Parce que Montpellier a fait une saison de merde l'an dernier, alors qu'ils étaient quand même champions en titre. On rajoute à ça un 8e de Champions Cup qui a été perdu à Exeter. Bon, ils auraient dû gagner, hein. Clairement, il y a eu une couille sur l'arbitrage, ils se sont fait baiser, mais ils restent perdus quand même. On ajoute à ça pas de phase finale de top 14 et surtout une vilaine 11e place à la 26e journée. Montpellier a fait une saison de merde. Mais bon, ce qui peut être un petit peu positif quand même, c'est les recrues. On a un recrutement plutôt logique, plutôt bon, avec en tête d'affiche Sam Simmonds. Alors Sam Simmonds, c'est un petit peu une énigme, parce qu'il était quand même dans les plans de Steve Borswick pour jouer la Coupe du Monde. Et il n'a pas voulu jouer la Coupe du Monde pour se préserver pour le club de Montpellier. Déjà, c'est très professionnel, je trouve, mais surtout, quand même, dommage pour lui. Après, c'est son choix, hein, mais c'est dommage de rater une Coupe du Monde. On a aussi le pilier Biarro de Erdosio, que je trouve très bon. Pour continuer avec Biarritz, on a Auguste Cadeau, et on a Alexandre Denardi qui vient de Mont-de-Marsan. C'est français, c'est jeune, et c'est bon. Le reste, c'est plutôt bon aussi, dans l'ensemble, mais j'aimais quand même une réserve sur Tolu Latou, l'ancien joueur du Stade français. On sait qu'il a des problèmes un petit peu liés à l'alcool. Ça n'a pas été une grande réussite au Stade français, donc j'ai mis une réserve là-dessus, et sur Harry Williams, le pilier anglais, tout simplement parce qu'il y a 4-5 ans, il était en équipe d'Angleterre. Il n'a pas beaucoup de sélections, mais il en a quand même. Et puis là, il a totalement disparu. Donc je me pose la question pour Harry Williams. Pour ce qui est des départs maintenant, à part Zach Mercer, il n'y a pas vraiment de grosses pertes. Peut-être Vincent Rattez aussi, qui jouait pas mal quand même. Mais à part ces deux-là, il n'y a pas forcément de joueurs importants qui s'en vont. J'explique mon pronostic. Donc je les vois quand même terminer mieux que la saison dernière, et je ne vois pas Montpellier jouer les phases finales. Je les vois même être décrochés plutôt rapidement dans la saison et ne jamais réussir à recoller au wagon de tête. Pour la 8e place, je vois le Stade français Paris. Pour ce qui est de la dynamique, on a eu un 8e de finale de Challenge Cup à domicile perdu contre Lyon. C'est un petit peu une défaite, moi je trouve. Enfin, la défaite, elle y est évidemment, mais c'est surtout un échec parce que le Stade français pouvait faire mieux contre cette équipe de Lyon. Après, est-ce qu'il jouait vraiment la compétition ? Je suis pas sûr. Et pour le top 14, ce barrage à domicile, je trouve que c'est plutôt une réussite parce que Quesada, on l'a su très tôt dans la saison qu'il ne restait pas, et c'est bizarrement après cette annonce qu'on a vu le Stade français essayer de jouer et gagner. Ça jouait pas bien, mais ça gagnait. Et au final, du coup, ça termine 4e. C'est plutôt une saison qui est réussie dans l'ensemble. Pour ce qui est des départs, on a 3 départs qui sont vraiment préjudiciables. Je pense déjà au poste de demi-mêlée. On a Morgan Parra qui arrête. Arthur Covid qui a fait une bonne fin de saison et qui part avec Aix-en-Provence. Et on a aussi Marcos Kremer en 3e ligne. Au niveau des arrivées, c'est plutôt solide. Hein. Ça recrute Alain Fonoa de Grenoble, Andy Timo, le champion du monde du vin, Jules Gimbert, Hugo Zabalza, Brad Weber, Zach Henry, Joe Marchant ou encore Pierre Boudéan. C'est sympa. Après, je pense que c'est quand même moins solide que les équipes qui jouent le top 6. Et pourquoi je les vois 8e ? Tout simplement parce que derrière, au Stade français, si c'est comme la saison dernière, ça va pas trop jouer. Après, certes, on a l'arrivée de Laurent Labitte, donc l'actuel entraîneur de l'attaque de l'équipe de France. J'espère que ça va faire un peu bouger les choses, pour voir un petit peu du jeu à Paris, mais j'en suis pas certain non plus. Et j'ai un peu peur que ce tandem là, Laurent Labitte et Karen Ghezal, ça ne prenne pas en fait. Après une 8e place, ça serait pas déconnant pour une première année, mais j'ai pas le sentiment que ça va prendre. Pour l'équipe que je vois 7e, je pense que beaucoup de gens la voient dans le top 6, et beaucoup de gens la voyaient dans le top 6 en janvier. Il s'agit de l'Aviron bayonnais. Pour ce qui est de la dynamique, alors il n'y a pas eu de phase finale en Challenge Cup, c'était des promus de Pro D2, la Challenge Cup c'était vraiment pas important quoi, le but c'était d'abord de se maintenir. Ça a été fait plutôt rapidement, même
très rapidement pour un promu. Après, il n'y a pas eu de phase finale non plus, et ça reste quand même un échec. Alors oui, en début de saison, si on leur dit qu'ils jouent leur phase finale, c'est pas un échec, évidemment, mais je trouve que c'est un échec, car Bayonne les jouait jusqu'à la dernière journée. Ils se sont écroulés, on va dire sur les 3 dernières journées, ils se sont écroulés, avec une grosse défaite au Racing, une grosse défaite à Lyon en dernière journée, c'est dommage. Mais malgré tout, une 8ème place et donc une qualification en Champions Cup, pour un promu, ça reste énorme. Au niveau des départs, je trouve qu'il n'y en a aucun qui est vraiment préjudiciable. Et alors, au niveau des arrivées, là, mon pote, là, il y a un recrutement, un peu comme l'an dernier. Vincent Guidicelli, Luc Tadji, Lucas Paulos, qui joue le Rugby Championship actuellement, Rodrigo Bruni, pareil, Rémi Bourdeau, Arthur Ituria, qui était capitaine de Clermont, Gela Aprasidze, Federico Mori, qui prépare la Coupe du Monde avec l'Italie, Rassakou, qui revient de prénom de Marsan, Aurélien Calandré, Cher Tiberghien, et surtout Rhys Hodge. Il a 28 ans, c'est un Australien qui est donc international et qui a plus d'une 60aine de sélections avec l'Australie. Franchement, le recrutement, il est énorme à Bayonne. Mais alors, pourquoi je les vois aux portes du top 6 ? Malgré, du coup, une équipe qui est vraiment taillée pour se qualifier, je pense qu'en fait, il y a tout simplement meilleur au-dessus. Parce que le top 14 va avoir un niveau de fou, j'ai l'impression. Alors oui, il y a une équipe, vous vous demandez peut-être pourquoi je la mets dans le top 6. Indice, ça joue en jaune. Mais je vais expliquer pourquoi. Rentrons maintenant dans les places qualificatives. Donc je pense que vous l'avez deviné, je vais parler maintenant de l'ASM Clermont. Clermont, ça fait plusieurs années que la dynamique est plutôt comme ça. Mais la saison dernière, il y a eu un facteur important. L'arrivée de Christophe Urios. On le sait, Christophe Urios, partout où il est passé, ça a fonctionné. Alors à Clermont, c'est différent parce qu'il arrive en cours d'année. Il n'avait pas les joueurs qu'il voulait, il n'avait pas son staff. Donc la mayonnaise n'a pas réellement pris. Pour ce qui est de la dynamique, Clermont a été éliminé en quart de finale de Challenge Cup. C'est un échec parce que Clermont avait vraiment le niveau pour aller en demi-finale, même en finale de Challenge Cup. Surtout que les Scarlets n'étaient pas si forts que ça, donc un peu déçu quand même de cette défaite. Pour ce qui est du top 14, c'était un peu spécial parce que Clermont a toujours voulu jouer le top 6, mais était un peu décroché, mais n'était pas trop décroché pour jouer le maintien. Officiellement, le maintien s'est joué assez tardivement, mais bon, Clermont a toujours été dans le ventre mou, quoi. Alors pour ce qui est des départs, je trouve quand même que Clermont a beaucoup perdu pendant ce mercato. Évidemment, les 3 principaux sont Arthur Ituria, Judicael Cancorier et Damien Penaud. Évidemment, ça c'est la plus grosse perte. C'était le seul joueur de Clermont encore en équipe de France et c'est celui qui portait un petit peu l'équipe. On a aussi Jean-Pascal Barak, Samuel Ezeala, Cher Tiberghien. Et puis Sébastien Vamaina, ça faisait un petit peu plus longtemps quand même qu'il avait arrêté. Là, il est obligé de prendre sa retraite à cause de trop de commotion. Et alors, pour ce qui est des arrivées, c'est surtout très solide devant. On voit très bien Curios veut remettre un paquet d'avant conquérant à Clermont comme dans les années 2000 et début 2010. On a donc les arrivées de Marcos Kremer, qui peut former un attelage 100% argentin avec Thomas Lavanini. Là, il y a du cerveau, mon gars. On a aussi Rob Simons, un ancien international australien avec plus de 100 sélections avec l'Australie, tout de même. Folao Fainga, un autre international australien. Et Pythagus Sowakula, un All Black qui a 2 sélections, si je me souviens bien, et qui est dans le groupe élargi et qui joue plutôt avec les All Black 15, c'est-à-dire la réserve de l'équipe. Pour ce qui est de derrière, ça semble plutôt léger. Je vais noter quand même les noms de Pierre Fouissac, qui j'espère va pouvoir enchaîner, parce que ça fait plusieurs saisons qu'à Toulouse, il était beaucoup blessé, donc j'espère qu'il va pouvoir enchaîner, et surtout de Benjamin Urdapilleta. Là, je pense amener une certaine garantie, une certaine confiance dans le jeu clermontois, chose qui n'était pas du tout le cas au poste de numéro 10. Je n'ai rien contre Anthony Bello et Jules Plisson, mais ça se voit qu'ils sont en manque de confiance, ces 2 joueurs. Donc pourquoi je vois Clermont dans le top 6 ? Urios, avec donc l'arrivée de Julien Lahirle et Frédéric Charrier, ces 2 adjoints qui étaient à l'UBB, je pense qu'en fait ça va donc donner un nouvel élan à cette équipe. Certes, le jeu de 3 quarts va être, me semble-t-il, assez limité, mais devant, je pense que ça va tabasser. Ça va être la grande force de Clermont l'année prochaine, c'est pour ça que je les vois 6e. Pour l'équipe que je vois terminer 5e, c'est son grand retour dans les phases finales, un peu comme Clermont. Il s'agit du Rugby Club toulonnais. Pour ce qui est de la dynamique, Toulon, c'est donc champion de Challenge Cup. Alors certes, c'est une coupe qui est un peu plus simple quand même, assez facile à gagner, mais quand même, ça reste un titre, et c'était surtout le seul titre qu'ils n'avaient pas. Ils avaient perdu déjà 3 fois en finale. Pour ce qui est du top 14, il n'y a pas eu de phase finale. Je trouve que c'est un échec quand même, parce que quand on s'appelle Toulon, on doit être dans les phases finales. Et maintenant, ça fait depuis la saison 2017-2018 qu'ils n'y ont plus été. Ça commence à faire longtemps. Surtout que je pense avec une meilleure gestion d'effectifs, Toulon aurait pu et aurait dû se donner les moyens d'être en phase finale. Pour ce qui est des départs, on a donc la retraite donc de Sergio Parissé et de Mathieu Bastaro, 2 légendes. On a Chelsea Colby qui s'en va. Chelsea Colby qui n'a jamais été vraiment à son niveau à Toulon, disons-le clairement.
Mais bon, ça reste un joueur qui peut te débloquer un match. Pour ce qui est des arrivées, c'est plutôt sympa, pas non plus fou. On a donc les Toulousains Yannick Huyut et Selevasio Tolofoa. Le demi-mêlée international écossais qui va jouer la Coupe du Monde, Ben White. Les brivistes Esteban Abadi et Enzo Hervé. Esteban Abadi, c'est une grosse recrue. On a aussi David Ribbons, l'international anglais. Et surtout, Leicester, Fainga Anoukou, le All Black qui joue actuellement le Rugby Championship. Je vais mettre une petite mention parce que j'en ai pas parlé depuis le début, mais il y a les Jokers Coupe du Monde qui vont rester pour 3-4 matchs. Et là, il y a un gros Joker Coupe du Monde, il s'agit du recordman de sélection en équipe nationale, Alun Wyn Jones, qui a arrêté la sélection et qui a refusé la Coupe du Monde pour venir à Toulon, en Joker Coupe du Monde. Je le vois donc 5ème pour la première saison de Mignoni aux commandes. On arrive donc dans le top 4. Et à la 4ème position, je vois l'Union Bordeaux-Bègles. Pour ce qui est de la dynamique, il n'y a pas eu de phase finale en Champions Cup. Alors ça reste un échec parce que Bordeaux joue la Champions Cup. Cette année un peu moins, mais les autres années, ils sont quand même arrivés en demi-finale et en 8ème de finale. Donc ça reste un échec. Là où c'est encore plus un échec, c'est qu'ils n'ont même pas été rebasculés en Challenge Cup. Ils ont été éliminés après une phase de poule catastrophique. Pour ce qui est du top 14, c'est plutôt une réussite. Ça commence très mal, Christophe Furios se fait limoger, on n'a pas réellement de relève, c'est le tandem Lairle-Charrier qui prend les rênes, donc les adjoints de Christophe Furios, et au final, ça fait une qualification. Ça va même gagner à Lyon en match de barrage, à l'issue d'un match plutôt litigieux, et ça joue une demi-finale contre La Rochelle, où La Rochelle était vraiment au-dessus, on va pas se mentir. Mais mine de rien, Bordeaux a tenu puisqu'ils perdent que de 9 points. Pour ce qui est des arrivées, on a quand même des bons joueurs qui arrivent. On a évidemment Damien Penaud, qui arrivera qu'après la Coupe du Monde, et qu'on n'aura pas pendant le tournoi, donc il va pas jouer beaucoup, mais ça reste Damien Penaud, un des meilleurs ailiers du monde. On a Pete Samu, le 3ème ligne australien, qui est très très fort aussi. Tevita Tatafu, ça j'aimais une réserve sur ce joueur car on sait très bien que les Japonais n'ont jamais vraiment réussi en France. On a aussi le 2ème ligne Adam Coleman, l'ancien international australien, et Marco Gazzotti. Marco Gazzotti, le champion du monde U20, qui je pense ne va pas atteindre plus de 10-11 feuilles de match, mais bon, à 19 ans je pense que c'est déjà très bien. Et en arrivée importante, on a aussi Yannick Bru et Thibaut Giroud, ainsi que tout leur staff. Je pense que si Yannick Bru arrive à mettre sa patte sur le jeu de Bordeaux, et arrive à faire jouer ensemble tous les joueurs, ça peut être très 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 solide. Derrière, il peut y avoir une ligne de 3/4 magnifique. Devant, les faiblesses sont plutôt comblées avec le recrutement. Ça manque un peu de puissance, et donc on recrute Tevita Tatafu, Adam Coleman, Carlos Sadi, très puissant lui aussi. Je pense que ça va être corrigé. C'est pourquoi je les vois accéder au match de barrage à domicile. Alors j'ai complètement oublié de parler des départs pour l'UBB. Je pense qu'il y a de très importants Gabriel Augré, le talonneur anglais qui est arrivé en cours de saison. On a aussi Tom Willis, le 3ème ligne qui était vraiment important dans l'effectif. Et derrière, Santiago Cordero, je pense, c'était l'ailier qui était le plus utilisé parmi tous les départs. On arrive dans le top 3. Et là, je sais que cette équipe va faire beaucoup parler en commentaire. Il s'agit du Stade Toulousain. Alors en termes de niveau de jeu, je les vois au-dessus de tout le monde, sauf peut-être La Rochelle. Le problème, c'est qu'il y a la Coupe du Monde et le tournoi. 2 périodes où il n'y aura pas les internationaux. De plus, on sait que Gomola pratique un coaching de rotation pour permettre aux joueurs internationaux de se reposer. C'est-à-dire que les internationaux ne vont pas dépasser 15 feuilles de match cette saison. C'est assez peu. Si on rajoute à ça la potentielle préparation d'Antoine Dupont pour les Jeux Olympiques avec le rugby à 7, qui fait qu'on ne le verrait pas de toute l'année avec Toulouse, ça risque d'être compliqué. Malgré tout, Toulouse, c'est une identité, c'est une institution qui est vraiment prise au sérieux et très respectée par les joueurs. C'est pour ça que je les vois vraiment terminer dans le haut du panier. 3ème, ça reste quand même une énorme place, et je pense même qu'ils seront en demi-finale, voire même en finale, en fonction de l'adversaire en demi. Maintenant, au niveau de la dynamique. Alors, c'est éliminé en demi-finale de Champions Cup au Leinster. Bon, c'était plutôt logique ce match. Il y a eu des faits de jeu, mais c'était plutôt logique. Pour le top 14, c'est les champions. Ils vont vouloir conserver leur titre et aller chercher un 23ème Brennus. Ils ont au moins réussi à aller chercher un trophée sur 2. On sait que chaque année, ils veulent viser le doublé. Ils l'ont fait pour la saison 2020-2021. Ils peuvent pas le faire tout le temps non plus. Au niveau des départs, c'est beaucoup de joueurs de rotation. En même temps, quand t'es titulaire à Toulouse, je vois pas l'intérêt de partir. On a Yannick Huyut, Selevasio Tolofua, Martin Pagerello ou encore Pierre Fouissa. Et on a aussi Charlie Faumina, mais qui lui prend sa retraite. Au niveau des arrivées, alors Toulouse c'est très particulier, c'est le seul club dans ce cas. En fait, ils ont pris énormément de Joker Coupe du Monde. Et c'est compréhensible vu tous les joueurs qu'il y a à la Coupe du Monde. On a au total 9 Joker Coupe du Monde pour seulement 3 réelles arrivées, dont 2 retours de prêt. La seule réelle arrivée est donc Nepo Laolala, là où il y avait une faiblesse, c'est-à-dire à droite de la mêlée. Nepo Laolala qui est en train de jouer le Rugby Championship avec les All Blacks. Il a plus de 50 sélections, ça vous pose le bonhomme. Enfin bref, le pronostic, j'ai déjà assez détaillé en intro de Toulouse. On passe à la 2ème équipe.
L'équipe que je vois deuxième n'est autre que le Racing 92. Au niveau de la dynamique, il n'y a pas eu de phase finale de Champions Cup, il y a eu seulement un 8ème de finale de Challenge Cup, perdu en Afrique du Sud chez les Lions. C'est un gros échec, je trouve, parce que le Racing fait de la Coupe d'Europe une priorité. Pour ce qui est du top 14, ça va en demi-finale. Déjà, ça gagne au Stade Français le barrage, qui est plutôt quelque chose de remarquable, et ça perd une demi-finale très nettement contre Toulouse, qui était clairement un niveau au-dessus et injouable ce jour-là. On a aussi donc un nouveau staff avec l'arrivée de Stuart Lancaster, qui était tout de même au Leinster, qui roulait sur pas mal d'équipes, notamment le Stade Toulousain. Au niveau des départs, on a vraiment de très importants. Finn Russell, qui était vraiment un des maîtres à jouer du Racing, et qui certes était irrégulier, mais qui quand même faisait gagner des matchs. Pour les arrivées, on a un énorme recrutement, surtout derrière. Pour moi, c'est le meilleur recrutement du top 14. Pour devant, déjà, on a Thomas Laclaya, le pilier droit donc, qui était à Oyonnax l'an dernier, qui a été appelé en équipe de France, qui a préparé un peu la Coupe du Monde avant d'être relâché suite au retour de Sipili Falatea. C'est quand même un bon joueur. Toujours pour devant, on a Jordan Joseph, qui revient de la section paloise, et on a aussi, excusez-moi du peu, le capitaine des champions du monde sud-africain, Sia Kolisi, qui arrivera après la Coupe du Monde, s'il la joue. Pour derrière, on a Clovis Lebaille, Tristan Teder, Waime Naituvi, Henri Arundel et Josua Tuisova. Rien que ça. Vraiment, aux ailes et au centre, il va y avoir une concurrence de ouf. Ça va jouer à 2000 à l'heure et ça va être un jeu que j'aime. Je pense que Stuart Lancaster va réussir à aller dans le top 2 et donc en demi-finale avec le Racing 92. La ligne de 3/4 va être démentielle et donc je pense que ça va être très dur de les contenir. Et donc, si vous connaissez le top 14, vous avez deviné l'équipe que je vois terminer premier. Il s'agit de La Rochelle. Pour ce qui est de la dynamique, ils sont tout simplement double champions d'Europe en titre. De plus, cette finale est un véritable exploit, vu qu'elle se déroulait à Dublin, dans le stade du Leinster. Devant, ce sont des monstres. C'est le plus gros paquet d'avant du top 14, il fait peur à littéralement toutes les équipes. Pour ce qui est du top 14, c'est un échec ce top 14 pour La Rochelle, soyons clairs. Ils sont quand même en finale, après une demi-finale maîtrisée contre Bordeaux et une saison où ils ont roulé sur beaucoup de clubs. Le problème, c'est que, vous le savez, ils auraient dû gagner la finale. Dans cet essai de Romain Tamac, qui m'a fait très très mal sur le coup, parce que j'avais envie que ce soit La Rochelle qui gagne. Bref, on va pas refaire l'histoire. Au niveau des départs, j'en vois deux réellement importants. Romain Sazi, qui était quand même un des plus anciens du groupe, un des capitaines, et on a aussi Rémi Bourdeau, qui était certes un joueur qui était plutôt remplaçant, mais qui est quand même, dès qu'il rentrait, impacté. On a aussi un petit peu Pierre Boudéan, qui a fait un très bon début de saison, et qu'on a un petit peu moins vu sur la fin de saison. Pour les arrivées, elles sont sympas et logiques, mais c'est pas non plus fou, et vu le recrutement de la saison dernière, je m'attendais un petit peu mieux de La Rochelle. Après, en même temps, il n'y a pas énormément de départs non plus, donc ils ne pouvaient pas faire dinguerie sur dinguerie. On a quand même les arrivées de Jack Nowell, l'ailier anglais, Judicael Cancorier, le retour de Yaya West, ainsi que l'arrivée du demi-mêlée du Racing, Teddy Iribaren. Pour moi, La Rochelle va finir premier du top 14. Parce que l'effectif a très peu changé. Vous avez vu, je vous ai cité 4 joueurs en arrivée. Ce sont tout simplement les 4 seuls joueurs qui arrivent. L'effectif donc est très peu changé. Le staff est totalement inchangé. Il va donc y avoir une grosse continuité. La Rochelle va toujours taper devant. Et je pense qu'ils vont bousculer tout le monde. Et si je devais maintenant parier sur le champion du top 14, je mettrais une pièce sur La Rochelle. Pour résumer, je vous mets le classement ici que je viens de faire. Voilà, cette preview du classement du top 14 est à présent terminée. Je sais que j'ai fait des dingueries, je le répète, et je l'assume totalement. En tout cas, le top 14, ça reprend bientôt, le week-end du 18 août. J'ai hâte, je pense que vous avez hâte aussi. N'hésitez pas à liker, vous abonner et écrire un commentaire avec pour vous votre classement. C'était Bourrichon. Ciao ciao.